Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le concept de biohacking et comment on peut l'utiliser dans le cadre du développement personnel. Alors, qu'est-ce que le biohacking? Alors en fait, le terme de biohacking, ça signifie littéralement hacker sa biologie. Et en fait, le biohacking, c'est une tendance émergente qui a intéressé l'attention de nombreuses personnes à la recherche on va dire, de méthodes alternatives pour pouvoir surtout améliorer leur santé et leur bien-être. Donc en fait, c'est une pratique qui à la fois est une approche scientifique de l'alimentation, de l'exercice et des changements de mode de vie avec l'utilisation de la technologie et de l'auto-expérimentation afin d'optimiser les fonctions corporelles et d'améliorer les performances cognitives. Alors ici, nous sommes dans le cadre du développement personnel, donc je vous présenterai surtout la pratique du biohacking, plus sur les performances cognitives que corporelles. Et on verra aussi que l'on aura plus une approche sur comment on peut améliorer certains paramètres de notre biologie, mais on n'ira pas aussi loin que le biohacking quelquefois peut le décrire. En fait, si vous voulez, le concept de biohacking s'articule autour donc de l'idée, comme vous l'avez compris, d'amélioration et d'optimisation de soi. Et un biohacker, finalement, c'est une personne qui adopte une approche très personnalisée de sa santé et de son bien-être, et qui cherche toujours à optimiser ses performances physiques et cognitives par l'expérimentation et l'utilisation de la technologie. Ça vise surtout à améliorer votre biologie en fait, de manière à maximiser votre potentiel. Donc c'est en ça en fait que ça s'approche très fortement du développement personnel, puisque si vous arrivez à maximiser votre biologie, à améliorer votre biologie, ça va vous permettre ensuite d'avoir un meilleur potentiel sur tout ce que vous allez faire dans votre vie. Alors, le biohacking ne consiste pas seulement à utiliser la technologie pour améliorer ses performances. Il s'agit surtout de modifier son mode de vie, par exemple en adoptant un certain régime alimentaire sain, ou en faisant régulièrement d'exercice, ou en dormant suffisamment. Enfin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour hacker ses biologies sans forcément utiliser de, de la technologie. Mais le biohacking consiste surtout à adopter ce qu'on appelle une approche holistique, c'est-à-dire une approche très globale de la santé et du bien-être. Voilà ce que c'est aujourd'hui le biohacking.
Alors maintenant que l'on a vu ce que c'est que le biohacking, je voulais un petit peu te parler des origines et puis les types en fait de biohackers qui existent aujourd'hui. En fait, le biohacking, quelque part, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, Depuis le début de l'humanité, on a toujours essayé d'améliorer nos capacités physiques et cognitives depuis déjà des siècles. Cependant, avec les progrès technologiques, le biohacking est devenu plus accessible et aussi plus facile à utiliser. Et puis, il faut dire aussi que toutes les méthodes de communication font que on a pu aussi partager plus facilement toutes ces méthodes par rapport à ce qu'on pouvait faire autrefois. Euh, alors, si on peut parler d'une personne notamment qui représente bien ce qu'est le biohacking, c'est Dave Asprey. Alors, donc c'est un Américain, et c'est un peu le pionnier du biohacking, dans le sens où c'est lui qui l'a fait énormément connaître. Et au départ, en fait, Dave Asprey avait pour objectif de vivre jusqu'à 180 ans. Euh, alors, il a réduit d'ailleurs cette durée depuis, mais en fait, depuis près de 20 ans maintenant, il tente de maîtriser les processus de son corps à l'aide de diverses techniques. C'est-à-dire qu'il compare le vieillissement à la mort par 1000 coups d'épingle, qu'il veut réparer ou empêcher de se produire à l'aide de biohacks. Dans ses livres, puisqu'il a écrit pas mal de livres sur le sujet du biohacking, euh, c'est surtout aussi l'inventeur et l'entrepreneur de Bulletproof Coffee et Bulletproof Diet. Il rend compte en fait de ses expériences et de ses habitudes. Euh, il a également recours à des trackers de fitness, par exemple, à des lunettes filtrant la lumière bleue et à des traitements très coûteux comme l'ozonothérapie. Et en outre, il a aussi divers compléments alimentaires qui font partie de sa routine quotidienne, tout comme la méditation ou les douches froides. Alors, bien sûr, votre objectif n'est sûrement pas de vivre jusqu'à 180 ans, mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le biohacking trouve ses racines dans le mouvement du Quantified Self, qui a émergé au début des années 2000 avec le développement de trackers de fitness portables et d'applications pour smartphones permettant de suivre ses paramètres de santé. Et le mouvement en fait a pris de l'ampleur avec le développement des médias sociaux, car de plus en plus de personnes ont commencé à partager leurs expériences et leurs connaissances avec d'autres. Il a investi, Dave Asprey, donc près d'1 million de dollars pour hacker sa propre biologie. 1 million de dollars. Tout cela pour vous montrer aujourd'hui que le biohacking, c'est une tendance en plein essor, de plus en plus populaire parmi ceux qui cherchent à optimiser leur performance et à améliorer leur santé et leur bien-être en général. Alors l'évolution du biohacking a été extrêmement rapide. En fait, comme je le disais, avec l'apparition constante des nouvelles technologies et des techniques. Euh, Par exemple, certains biohackers utilisent la technologie de l'édition génétique pour modifier leur ADN afin d'améliorer leurs capacités physiques et cognitives. D'autres utilisent aussi des dispositifs de stimulation cérébrale pour améliorer leur concentration. Euh, alors autant vous dire que ici dans cette présentation, on va pas essayer de commencer à s'implanter des puces dans le corps. Ça, j'ai envie de dire que c'est une version extrême du biohacking. Et quand on voit, ça c'est quand on va très très loin finalement dans la démarche. Par contre, il y a plein de choses intéressantes que l'on peut faire déjà soi-même sans forcément passer par la technologie et qui peuvent énormément aider. Euh, En fait, malgré, si vous voulez, l'évolution rapide du biohacking, il y a de nombreuses inconnues aussi qui subsistent justement quant aux effets à long terme de certaines de ces techniques. Euh, Comme toute nouvelle technologie, hein, il existe des risques, des effets secondaires potentiels qu'il convient d'examiner attentivement. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pour cette raison, encore une fois, que je vous donnerai dans cette vidéo uniquement des techniques que vous pourrez tester sans danger pour vous-même et qui ont été souvent approuvées. Euh, alors, on ne peut pas parler de biohacking sans parler de biohackers. Il se trouve que quand on commence à aller très loin dans le biohacking et qu'on commence à faire des choses en utilisant des technologies très avancées, qui ne sont pas nécessairement aussi accessibles à tout le monde, on va rencontrer notamment deux types de biohackers qui sont assez courants. On les appelle les grinders et les nootropiques. Alors, les grinders, en fait, sont tout simplement des biohackers qui sont intéressés par l'augmentation de leur corps avec la technologie. Donc, ça peut être, par exemple, de l'implantation de puces, des capteurs sous leur peau pour surveiller leur santé, mais ça peut être aussi au niveau de la chimie, comme j'en parlais tout à l'heure, quand on parlait de l'édition génétique pour modifier leur ADN. Voilà, ça, ce sont les grinders.
Et puis il y a un autre type de biohackers qu'on appelle les consommateurs de nootropiques. Et en fait, les nootropes, ce sont des substances, donc on est aussi pareil un peu plus dans la chimie, mais cette fois de manière, comment dire, avec des substances qu'on pourrait presque acheter dans le commerce. Et ce sont des substances qui sont censées améliorer les fonctions cognitives, comme par exemple la mémoire, ou la créativité, ou la motivation. Et les utilisateurs de nootropiques expérimentent souvent différents suppléments et plantes afin de trouver la combinaison parfaite pour leurs besoins. Donc on voit qu'en fait, quels que soient leurs objectifs et leur motivation, tous les biohackers partagent le même désir d'optimiser leur performance et d'améliorer en fait leur bien-être en général. Alors maintenant que l'on sait ce qu'est le biohacking et que l'on a vu un peu les types de biohackers qui existaient, on a vu aussi les origines, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement du biohacking? Alors lorsqu'on utilise des hacks qui régulièrement et correctement bien évidemment, et des choses qui sont évidemment accessibles aux gens et qui ne demandent pas de s'implanter des puces dans le corps ou ce genre de choses, il y a des hacks qui peuvent directement vous aider à atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de certains hacks? D'abord, c'est de fournir plus d'énergie, plus de productivité et de concentration. Il y a aussi la manière d'améliorer vos performances. Quand on dit performance, ça peut être des performances physiques, mais aussi cognitives, que ce soit à l'entraînement, par exemple, si on parle de physique, ou dans la vie quotidienne, si on parle plutôt du côté cognitif. On peut aussi venir renforcer votre résistance, ça peut réduire le stress et favoriser un bon sommeil. Et dans quelques cas, ça peut aussi venir augmenter votre confiance en vous. Euh, alors, vous n'avez pas besoin de changer l'intégralité non plus de votre mode de vie tout de suite, hein. D'ailleurs, la meilleure chose, et c'est ce qui est très souvent préconisé, c'est de tester progressivement différentes mesures et d'essayer de les intégrer pas à pas dans votre vie quotidienne. Découvrez d'abord ce qui vous convient et ce qui vous fait du bien, parce que nous ne sommes pas tous pareils, donc tout ne fonctionne pas forcément sur chacun d'entre nous, mais il faut en tout cas tester, essayer, hein. Encore une fois, c'est DevLabs, c'est bien dans la chaîne, c'est bien sur cette chaîne que l'on veut essayer et tester des choses. Sachez qu'il faut parfois un certain temps aussi avant de voir ou de ressentir les résultats, donc par conséquent, vous devez utiliser ces astuces régulièrement pendant, je dirais, au moins 4 semaines si vous voulez commencer à voir en tout cas leurs effets. Donc voilà ce qu'on peut attendre des différents biohacking que je vais ensuite vous parler juste après, et on verra notamment qu'il y a 5 pratiques qui sont très connues dans le biohacking et peut-être même que pour certaines vous les faites déjà, et ça peut être extrêmement intéressant. En tout cas, ces 5 pratiques que je vais vous présenter juste après devraient vous permettre justement de pouvoir arriver à certains objectifs que je vous ai énoncés dans ce slide. Voilà, allez, maintenant on passe aux principales techniques. Alors maintenant je vais vous présenter 5 pratiques. Alors il en existe énormément dans le biohacking, sachez-le, mais il y en a 5 qui sont, je dirais, c'est les 5 les plus connus. Et j'ai envie de dire que c'est presque les 5 par lesquels on débute en fait dans le biohacking. Et puis quand on est passé par cette phase-là, après vous pourrez aller plus loin si vous le souhaitez. On verra d'ailleurs que je vous ai pris notamment 2 livres très intéressants que l'on verra à la fin de cette vidéo. Mais en tous les cas, ce sont les 5 pratiques, c'est ce par quoi il faut commencer dans le biohacking, et c'est ce qui va finalement vous apporter, j'ai envie de dire, les effets les plus rapidement. La première, c'est de faire de l'exercice et de surveiller son alimentation. Alors ça peut paraître évident, et souvent on croit bien faire, mais on verra comment justement faire en sorte que ça soit efficace. La première pratique, alors c'est peut-être des choses que vous faites déjà, et je l'espère pour vous, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais ça fait partie du biohacking, le fait de faire de l'exercice régulièrement et de surveiller son alimentation. Ensuite, on a l'optimisation du sommeil. Alors, on verra que le sommeil est absolument crucial pour la récupération et les fonctions cognitives, la santé et surtout le bien-être en général. Ensuite, troisième pratique, ce sera la thermogénèse à froid. Donc on verra derrière ce mot un peu barbare que ça désigne tout simplement le fait de prendre une douche froide, et on verra
comment cela aide notre organisme. Ensuite, il y a la respiration et la méditation, donc 2 techniques primordiales dans le biohacking. Et puis enfin, le pouvoir de la pensée. Et on verra comment on peut hacker notre pensée pour optimiser et la rendre plus productive. Et maintenant, on va passer au conseil, à la pratique plutôt numéro 1. Alors, pratique numéro 1, donc faire de l'exercice et surveiller son alimentation. L'exercice et le fait de surveiller son alimentation, ce sont 2 piliers, et on en verra un troisième juste derrière. C'est vraiment les 2 piliers importants du biohacking. En fait, l'exercice sous toutes ses formes est un élément du biohacking au quotidien et c'est juste primordial. Il vous faut faire absolument un entraînement qui soit surtout régulier, et le régulier est important parce que le but n'est pas forcément de faire des entraînements hyper intensifs. Ce qu'il faut surtout, c'est bouger régulièrement. Et c'est la régularité qui fera que ça, notamment, ça vous renforcera les muscles. Vous entraînez aussi votre endurance, ce qui est extrêmement bon pour votre système cardiovasculaire. Et puis le fait d'être mobile et puis de pratiquer aussi des étirements de manière très régulière, ça vous permet de garder de la flexibilité sur votre corps. Il ne faut pas oublier aussi de faire des pauses suffisantes pour se dégourdir pendant le travail ou des bureaux debout. Et puis des promenades aussi, ou de l'exercice en tout cas au grand air, en tout cas pour prendre de l'air et respirer. On verra que la respiration un peu plus tard fait partie aussi des biohacks les plus importants. Il est aussi quelquefois possible, lorsque l'on veut atteindre des résultats plus rapidement, alors ça je vais plutôt le conseiller à des gens qui pratiquent déjà des sports, ou qui ont l'habitude en tout cas de faire des séances de sport assez intensives. Ne le faites pas en tout cas tout de suite pour des débutants, commencez plutôt de manière soft. On a ce qu'on appelle les unités HIIT, donc H-I-I-T. Vous trouvez, si vous tapez ça sur internet, sur des moteurs de recherche, vous verrez que vous trouverez pas mal de choses. Ou alors encore le CrossFit. Ce sont 2 types en fait d'entraînement qui sont basés surtout sur la force et l'endurance. Et ces types d'entraînement sont considérés comme particulièrement efficaces, ce qui signifie que l'amélioration de l'endurance et des performances musculaires peuvent être réalisées en peu de temps. Alors encore une fois, c'est peut-être trop pour vous au début. C'est pas un problème, hein. Tous les mouvements quotidiens tels que monter des escaliers, le travail en vélo, marcher pour la pause déjeuner, peu importe, c'est ce qui fait la différence. Et les biohackers savent que le corps humain a besoin de beaucoup de mouvements au cours de la journée, et que rester assis longtemps au bureau, sur un canapé ou dans la voiture pendant des heures chaque jour, c'est vraiment contre nature. Et ce n'est pas ça en fait qui va vous permettre en tout cas d'améliorer votre condition physique en général. Donc voilà, ce qui peut être, en tout cas, sachez qu'il faut bouger de manière régulière, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir, et que de faire ça, ça va améliorer considérablement les muscles, le système cardiovasculaire, votre flexibilité. Et si à un moment donné vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez commencer des types d'entraînement de type HIIT ou CrossFit, mais attention d'y aller vraiment progressivement et de ne pas tout faire en même temps. Ensuite, concernant l'alimentation, ce qu'on appelle souvent, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la nutrigénomique ou la nutrition personnalisée. En fait, la nutrigénomique, c'est l'étude de la façon dont les aliments que nous mangeons affectent nos gènes et nos fonctions cellulaires. C'est-à-dire qu'en analysant leur ADN, les biohackers peuvent élaborer quelquefois des plans nutritionnels personnalisés qui optimisent leur santé et leur performance. Ils peuvent ajuster leur ratio de macronutriments et se supplémenter en vitamines et minéraux, et expérimenter différentes approches diététiques telles que les régimes cétogènes ou carnivores. En fait, moi le conseil par rapport à ça que je donnerais, le mieux c'est quand même de consulter par exemple des nutritionnistes pour vous aider justement à faire en sorte que votre alimentation vous amène le plus de nutriments et
et en tout cas vous permettre bien d'améliorer votre état général. Et c'est extrêmement important d'être aidé en tous les cas pour faire ça. Donc j'ai envie de dire, voilà, essayez de voir un nutritionniste pour discuter avec lui de voilà quel type d'alimentation vous avez besoin, comment vous mangez, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, quels sont peut-être des problèmes que vous avez au quotidien, et peut-être que le fait de changer simplement son alimentation, ça va vous aider déjà à retrouver un bien meilleur bien-être. Il y a notamment aussi une autre pratique qui est extrêmement souvent conseillée. Alors là, encore une fois, là aussi, avant de faire ça, je vous conseille d'abord d'aller voir votre médecin, parce que ça dépend de chacun de nous. Si jamais notamment vous avez déjà des traitements que votre médecin vous donne, il vaut mieux d'abord voir son médecin pour être sûr que ça ne va pas en contradiction avec votre traitement actuel. C'est ce qu'on appelle tout simplement le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, donc c'est un jeûne, et en jeûnant régulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne? En fait, normalement, c'est au moins pendant 16 heures par jour, c'est le fait de ne pas manger. Ça veut dire que vous avez le droit du coup de manger pendant les 8 autres heures. Et souvent, on recommande le jeûne intermittent justement pour soulager son tube digestif. Mais ça ne soulage pas seulement son tube digestif. Le jeûne intermittent, il améliore aussi la régénération et le renouvellement des cellules, et ça augmente la libération d'hormones de croissance, qui est important pour pour la construction musculaire, puis la perte de graisse. Ça réduit également le risque de diabète de type 2, en particulier lorsqu'il est associé à un régime pauvre en sucre et en glucides. Et il y a de nombreux biohackers aujourd'hui qui déclarent être également plus concentrés et plus productifs le matin, par exemple, s'ils sautent le petit déjeuner, ou mieux dormir s'ils prennent leur dernier repas en début d'après-midi. Alors attention, le jeûne intermittent, ça consiste aussi, donc quand je dis ne pas manger, c'est-à-dire que vous avez le droit de boire, par contre vous n'avez le droit de boire que de l'eau, du café ou du thé. C'est tout. Pas de boisson calorique, pas de coca pas de soda, etc. Rien de tout ça. Et uniquement de l'eau, du café et du thé. C'est tout ce que vous pouvez voir pendant 16 heures. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, souvent de le faire, et moi je le faisais plutôt le soir, c'est-à-dire que je m'arrêtais de manger le soir à 8h30, donc je mangeais avant 8h30, et je ne remangeais pas avant midi et demi le lendemain. Très souvent, c'est ce qui passe le mieux. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne mangent pas le matin. Mais vous pouvez très bien aussi, ça dépend, encore une fois, nous ne sommes pas tous faits pareil. Il y a peut-être des personnes que ça intéresse plus de faire pendant la journée. Dans ces cas-là, vous sautez plutôt le repas du midi. Voilà, par exemple. C'est à chacun sa manière de faire. En tous les cas, encore une fois, sur le jeûne intermittent, avant de vous lancer dans un jeûne intermittent, consultez surtout votre médecin avant de commencer un jeûne intermittent. C'est très important. Voilà pour la pratique numéro 1, donc surtout faire de l'exercice et surveiller son alimentation, c'est le premier biohack. Alors maintenant, voici la pratique numéro 2, l'optimisation du sommeil. Alors c'est incontestable que l'alimentation et l'exercice physique, on vient de le voir, ont une influence considérable sur la santé et le bien-être. Et ça, c'est le troisième pilier, c'est l'optimisation du sommeil. Et le troisième pilier, notamment ce qu'on appelle du body hacking. La pensée holistique, du coup, est évidente. Un bon sommeil est essentiel pour être en bonne santé et productif à long terme. Mais la façon dont vous vous comportez pendant la journée et le soir a une influence en fait considérable sur votre sommeil. C'est pourquoi les biohackers souvent se concentrent sur la réduction du stress et du rythme circadien. Et cela décrit, alors qu'est-ce que c'est que le rythme circadien? Ça décrit en fait le rythme naturel de 24 heures par jour. Et au cours de la journée, il y a de nombreuses fonctions et paramètres corporels changent, comme la pression sanguine, la température corporelle et la libération d'hormones. Ces derniers nous rendent particulièrement efficaces, insensibles à la douleur ou même fatigués selon le moment de la journée. Cependant, la vie moderne aujourd'hui fait que, avec la lumière artificielle, le travail et d'autres influences environnementales, cela vient en fait perturber en fait ce rythme circadien. Peut-être je peux aujourd'hui vous donner un exemple.
Par exemple, quand il fait nuit, notre corps commence normalement à libérer une hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Et la lumière, à forte teneur en lumière bleue, interfère avec la production de cette mélatonine. Et c'est ce qui va vous empêcher en fait de dormir. Donc si vous vous endormez particulièrement bien en regardant Netflix le soir, par exemple, ou toute autre plateforme, ok, très bien, mais votre sommeil sera tout de même moins réparateur et ça peut vous amener aussi à vous réveiller plus souvent la nuit. Donc les biohackers, la première chose qu'ils allaient faire, c'est d'adapter autant que possible leur routine quotidienne au rythme circadien. Par exemple, d'éviter la lumière bleue le soir. Donc vous pouvez utiliser des lunettes filtrantes. Ça, c'est une aide courante pour les soirées où on ne peut pas se passer de la lumière et des écrans. Et puis il y a d'autres astuces aussi pour avoir un bon sommeil. Il y en a un, c'est la thermogénèse à froid, on le verra d'ailleurs juste après. La méditation, les exercices de respiration, une bonne dose de sommeil et de lumière du jour. Ça, c'est quelque chose qui est important et ça fait partie quelque part aussi de la pratique numéro 1. Quand on fait l'exercice, on a dit qu'il fallait aussi beaucoup sortir. On peut avoir aussi des lampes de luminothérapie ou des lampes à lumière rouge. Ça peut être quelquefois intéressant d'utiliser ce genre de pratique. La détoxification numérique, c'est-à-dire à un moment donné, 1 heure par exemple avant d'aller se coucher, d'arrêter de regarder les écrans. Ça va vous permettre aussi un endormissement plus facile. Il y a aussi quelquefois des huiles qui peuvent vous aider à sentir et qui peuvent vous aider du coup à vous endormir mieux. Et enfin, une chose qui est juste primordiale, c'est les routines en fait. C'est de se créer une routine tous les soirs pour aller se coucher. Et en fait, vous habituez en fait votre corps et votre cerveau à se préparer quand vous faites cette routine à aller dormir. Et ça va vous aider grandement avant d'aller vous coucher. Et surtout, ça va vous aider tout de suite à vous endormir. Euh, et ça, c'est très appréciable. Euh, voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire sur l'optimisation du sommeil. Donc, encore une fois, le fait d'optimiser son sommeil, hein, ça va vous réduire du stress. Donc ça, c'est le principe le plus important dans le biohack. Essayez surtout de créer vraiment une routine avant d'aller vous coucher. Essayez d'éviter surtout les écrans. Et essayez aussi d'éviter tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, avant d'aller vous coucher, parce que vous activez votre cerveau et en fait votre cerveau, vous avez du mal finalement à avoir à le calmer en fait avant d'aller vous coucher. Et s'il n'est pas calmé, vous allez très très mal dormir, parce que finalement au moment où vous allez vous endormir, en fait votre cerveau va continuer en fait à penser à tout ce que vous avez vu juste avant, et c'est ça qui fait que de temps en temps vous risquez de vous réveiller pendant la nuit. Voilà, ce sont vraiment les conseils que je peux vous donner, qui est un deuxième biohack, c'est pour optimiser en fait votre sommeil. Alors, avant de passer à la prochaine pratique, en fait, je voulais revenir sur un exemple de rythme circadien. Donc, en fait, je voulais vous montrer en effet ce schéma qui vous montre un peu ce qu'est un rythme circadien heure par heure. Alors, c'est un rythme qui est fait évidemment sur une personne, j'ai envie de dire lambda, c'est-à-dire ce qu'on va le plus souvent retrouver, mais encore une fois, sachez que nous sommes tous différents, donc ce rythme, au niveau des heures, en fait, peut totalement changer. Donc si on prend par exemple une personne qui se lève à 6h45 du matin, on va voir qu'elle a une tension artérielle qui va commencer à augmenter. Et puis 3/4 d'heure plus tard, à 7h30, c'est la fin en fait de la sécrétion de la mélatonine, vous savez, c'est cette hormone du sommeil dont on parlait tout à l'heure. Où là, notre corps ne sécrète plus de mélatonine, donc normalement, cette hormone du sommeil disparaît de notre organisme. Et puis 1 heure plus tard, on a la réactivation de l'intestin. Donc notre intestin commence à se remettre en route. Et puis, une demi-heure plus tard, vous avez, là c'est la plus haute sécrétion de testostérone. Cette testostérone, elle a notamment un rôle anabolisant dans le métabolisme des protéines. Elle favorise ainsi le développement des muscles et peut aussi avoir certains effets, comme une énergie accrue ou encore une augmentation de la production de cellules sanguines. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui a tendance à se lever tôt, ou en tout cas à des heures comme 6h, 6h30,
il arrive avec à 9 heures et à 10 heures le plus haut taux de vigilance. Pourquoi? Parce que son organisme, c'est là où il a une meilleure réactivité et il a une capacité adaptative qui en découle. Donc c'est là en fait où quelque part vous êtes au meilleur de votre forme, mais en matière cognitive, pas nécessairement en matière physique. En effet, on voit que donc vous avez votre meilleure vigilance vers 10 heures du matin, ensuite vient le midi, 14h30, on note une meilleure coordination. Alors attention parce qu'il y a aussi juste avant, c'est pas noté dans ce schéma-là, mais en fait vous avez aussi une baisse de cette vigilance juste après le repas. Alors souvent on l'attribue à un repas peut-être un peu trop riche ou d'un seul coup on a envie un peu de dormir. En fait réellement c'est pas lié au repas en lui-même, c'est-à-dire que même si vous ne faites pas de repas, vous aurez une baisse de vigilance en fait systématiquement à peu près entre 13h, 14h, enfin en tout cas juste après l'heure de midi. Euh, Après le repas peut avoir simplement une influence complémentaire, c'est-à-dire que en effet si vous faites en plus un repas qui est très riche euh, en termes de gras, de glucides, et de lipides et de protéines, vous risquez, en fait, ça risque d'aggraver simplement cette période de vigilance. Et donc, vous allez avoir quelque part des somnolences beaucoup plus fortes. Mais, encore une fois, ça ne vous empêche pas non plus d'avoir une meilleure coordination. Souvent, c'est un petit état qui va pouvoir durer peut-être un quart d'heure, une demi-heure, puis après, vous remontez. Et vous remontez gentiment jusqu'à 17 heures, où vous voyez que c'est là où on a la meilleure efficacité cardiovasculaire et la meilleure force musculaire. Donc c'est pour ça que très souvent, quand vous allez faire du sport, souvent si vous allez faire du sport plutôt vers 17h, 18h, c'est là où en fait vous êtes en meilleure forme normalement. Sauf si vous avez une activité dans votre travail où vous faites une activité physique, évidemment, si vous avez fait que je sais pas, que des exercices physiques toute la matinée, c'est sûr que c'est pas à 17h que vous aurez la meilleure efficacité. Encore une fois, là, c'est si vous n'avez pas sursollicité en fait votre organisme à ce moment-là, à 17h, vous aurez une meilleure efficacité cardiovasculaire et une force musculaire. Et puis vers 18h30, vous allez avoir un pic de tension artérielle. Vous voyez, c'est un peu en phase, vous aviez la plus forte augmentation de la tension à 6h45, et puis vous allez avoir à nouveau un pic à 18h30. Quelque part, c'est une sorte de un petit coup de boost que votre organisme d'un seul coup vous donne. Et puis, c'est là, donc du coup, ce petit coup de boost va augmenter votre température corporelle vers 19h. Et puis ensuite, là, c'est là, en fait, il monte très rapidement d'ailleurs, et va aussi descendre tout aussi rapidement. Et c'est pour ça que dès 21h, c'est là où votre mélatonine va commencer à se sécréter, donc l'hormone du sommeil. Et puis vers 22h30, 23h, encore une fois, ça dépend comment vous avez commencé votre journée, mais c'est là où votre intestin va commencer du coup, lui, à interrompre toutes ses activités. Et puis ensuite, normalement, vous allez avoir un endormissement en fonction des personnes, encore une fois, hein, vers, je sais pas, 11h, 11h30, minuit. Et souvent, le sommeil le plus profond, c'est vers 2h du matin. Et vers 4h30, c'est là où votre température corporelle va être la plus basse. Euh, et ensuite, ben, vous arrivez à nouveau cycle, au moment où vous allez vous réveiller avec la tension, etc. Voilà, ça c'est l'exemple d'un rythme circadien d'une personne. C'est assez classique comme rythme, mais encore une fois, ça dépend à quelle heure vous vous réveillez, comment vous vous réveillez, etc. Et en résumant, en fait, notre performance, finalement, elle dépend de la prise en compte des rythmes circadiens et plus précisément de ce qu'on appelle le chronotype. Alors qu'est-ce que le chronotype? En fait, ça représente le type de préférence d'une personne, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt du matin ou est-ce que vous êtes plutôt du soir? Et puis vous avez même quelquefois d'autres personnes qui sont ni forcément ni du matin ni du soir, elles peuvent mener leurs activités à tout moment de la journée, c'est une sorte de type intermédiaire. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que le chronotype d'un individu est un trait très stable. Les personnes du type matin montrent une avance de phase et les personnes du soir un retard de phase des rythmes circadiens. Donc en résumant, en fait, en identifiant votre chronotype, à savoir l'intervalle dans la journée pendant lequel vos ressources sont au maximum et que vous vous sentez le mieux, que vous pouvez être le plus productif en accomplissant davantage,
Voilà. Si vous faites partie de ces personnes qui sont constamment fatiguées, par exemple, ça peut être le signe que vous ne dormez pas suffisamment ou que votre sommeil n'est pas de bonne qualité. Et on sait très bien qu'il y a énormément de recherches qui montrent que la privation de sommeil affecte l'amplitude des rythmes de la performance cognitive. Donc plus la privation de sommeil est grande, plus l'exécution est détériorée tout au long de la journée, avec une diminution plus importante le matin et la baisse après le déjeuner et les premières heures de la nuit. Et si vous voulez, d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin concernant le chronotype, on a une ressource en ligne que l'on a trouvée qui peut être intéressante. Donc je vous ai mis là sur le slide cette adresse, donc ça s'appelle chronotype-self-test.info. Et c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez un petit questionnaire sur lequel vous répondez. Il y a plusieurs types de questions, et puis à la fin, il vous fait en fait votre chronotype en fonction des réponses que vous avez données. Donc ça peut vous donner une idée un petit peu de finalement quels sont les meilleurs moments auxquels vous êtes le plus actif. Et donc ça peut vous aider notamment pour savoir à quelle heure il faudrait par exemple vous endormir pour être le plus performant en fait après dans votre journée. Mais ce qui est important, c'est dans la limite du possible, essayer toujours d'adapter la planification du coup de ce que vous faites à votre rythme circadien. C'est comme ça que vous allez optimiser en fait votre journée. Encore une fois, hein, si vous êtes une personne du matin, toutes vos tâches les plus importantes, faites-les dans ce cas-là le matin. Et inversement, si quelqu'un est plutôt du soir, faites-les dans ce cas-là les tâches les plus importantes le soir et pas le matin, parce que vous savez que vous n'êtes pas du matin. Voilà. Donc en tout cas, c'est très important d'adapter en effet cette planification par rapport à vos tâches. Donc le but c'est plutôt de trouver quel est son chronotype et en fonction de son chronotype, comme ça c'est ce qui va vous permettre d'être le plus efficace, notamment pour savoir à quel moment vous devez aller vous coucher pour que votre sommeil soit le plus réparateur possible et soit le plus productif possible pour la journée suivante. Voilà ce que je voulais simplement vous rajouter sur le rythme circadien. Alors maintenant la pratique numéro 3, ce qu'on appelle la thermogénèse à froid. Alors, comme je disais un peu en introduction, hein, c'est tout simplement les douches froides. Ou aussi les bains de glace, voire même quelquefois des promenades hivernales avec des vêtements légers. En fait, le but du jeu, c'est surtout euh, de ressentir le froid. Et ça fait partie d'ailleurs des meilleurs hacks de biohacking et souvent pour plusieurs raisons. Il y a notamment un certain monsieur Wim Hof, alors je sais pas si vous avez peut-être déjà vu des vidéos de ce personnage. Wim Hof, il a déjà prouvé qu'à plusieurs reprises par ses records mondiaux que le froid ne rend pas malade. En fait, ce sont les virus et les bactéries qui sont responsables, mais même quelquefois, le froid, ça peut même vous protéger des maladies. Donc le fait de prendre des douches froides ou des bains de glace, ou que je disais encore une fois, se promener avec des vêtements légers alors qu'il fait froid dehors, ça peut aider à plusieurs choses. Ça peut aider déjà à vous renforcer votre système immunitaire, à améliorer votre résistance et à augmenter vos performances. En fait, comme dans le cas d'un entraînement intensif, le froid place temporairement votre corps dans une situation de stress grâce à laquelle en fait il s'adapte et devient plus fort. Donc vous devez également tenir compte de l'aspect mental de tout ça, parce que c'est ça en fait qui vous fera réussir ce biohack. Et puis imaginez à quel point vous serez fier aussi de votre première douche froide. Euh, Surtout le truc c'est de ne pas passer, encore une fois, d'y aller progressivement, ne pas passer de 0 à 100% d'un seul coup. Il faut se préparer notamment longtemps et lentement avant ces douches froides. Euh, Évitez aussi de le faire si vous êtes malade ou enrhumé, et surtout si jamais vous tentez le bain glacé seul, euh, essayez toujours d'être accompagné en fait par mesure de sécurité, parce que là, prendre le bain, notamment un bain glacé, c'est vraiment une pratique, comment dire, qui peut être risquée dans certains cas. Donc essayez de ne pas le faire seul. Pareil pour la douche froide, donc le plus facile pour commencer c'est la douche froide, hein, très honnêtement. Alors le plus facile, j'ai envie de dire le plus facile par rapport à un bain de glace ou de se promener à moitié nu dehors quand il fait 0 degré dehors.
La douche froide, même chose, n'y allez pas d'un seul coup. La douche froide, commencez tout d'abord sur vos premières douches à venir commencer par de l'eau chaude et en fait diminuer progressivement jusqu'à arriver à l'eau froide. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que vous commencez à vous habituer, diminuer en fait la température dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, chaud, vous passez on va dire lentement et régulièrement jusqu'au froid. Et puis après, le chaud, vous diminuez en fait le niveau de chaleur de votre douche à chaque fois que vous prenez, une douche. Pour, au final, le but, c'est de prendre directement une douche froide, c'est-à-dire que vous commencez votre douche avec le robinet sur la position froid. C'est vraiment ça, hein, parce que certains pensent que ce biohack, c'est de commencer chaud et d'arriver au froid. Non, le vrai biohack, c'est bien de prendre sa douche dès le départ avec le froid. Vous verrez d'ailleurs que votre peau, très souvent, va être très marquée et rouge au départ, et plus vous réussissez à avancer, et plus vous verrez que déjà tout ça va véritablement disparaître. Ces sensations, limite de brûlure quelquefois, hein. Ça fait un peu cet effet-là. Et ce qui est normal, hein, c'est une réaction logique de notre corps, mais vous verrez que notre corps, encore une fois, va s'adapter en fait à ça. Et très souvent, les gens qui réussissent à faire ces douches froides, donc d'utiliser la thermogénèse à froid, disent que ça a un effet véritablement incroyable sur leur corps, et ils ont l'impression d'être beaucoup plus réveillés le matin, d'être plus toniques, d'être plus résistants, d'être moins souvent malades aussi, bizarrement, que ça puisse paraître. Mais en tout cas, c'est vraiment un hack qu'il est très intéressant de faire, mais qui est aussi un des plus durs, il faut se le dire, hein. C'est un des plus compliqués, parce que, ben, clairement, au départ, pendant les premiers jours du hack, vous allez quand même souffrir, il faut pas se mentir. Donc c'est un cap un petit peu à passer, c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement pour ne pas trop souffrir. Mais c'est un hack en fait extrêmement intéressant et c'est souvent un des hacks les plus souvent retenus quand on présente tous les hacks du biohacking. Voilà pour la pratique numéro 3, la thermogénèse à froid. Alors la pratique numéro 4, c'est la respiration et la méditation. Alors pour la respiration, on s'intéresse de plus en plus à une bonne respiration et au travail. Donc on essaye aussi de mieux respirer. Alors c'est compréhensible parce que nous respirons finalement sans y penser, et des facteurs tels que le stress, une mauvaise posture ou le nez aussi chroniquement bouché, par exemple pour des allergies, ça nous pousse à respirer davantage par la bouche. D'autre part, ça nous amène aussi à respirer plus rapidement et plus superficiellement que nos ancêtres. Votre nez filtre, réchauffe, humidifie l'air avant qu'il n'atteigne vos poumons. En outre, la respiration par la bouche ne permet pas d'apporter suffisamment d'oxygène à l'organisme. Et les conséquences peuvent être une diminution des performances et des défenses immunitaires et des pauses respiratoires nocturnes, ce qu'on appelle souvent l'apnée du sommeil, voire même des ronflements. Donc, en effet, le fait de mieux respirer, ça va notamment vous aider pour la gestion du stress. Et d'essayer donc toujours de respirer par le nez, et d'intégrer des exercices de respiration dans votre routine quotidienne. Il a été démontré en fait qu'ils ont un impact positif sur votre niveau de stress, et le fait d'expirer plus longtemps que d'inspirer active le système nerveux parasympathique qui fait partie de votre système nerveux autonome. Donc il est responsable de votre récupération, de la constitution de vos réserves et a une influence sur votre équilibre intérieur, ce qu'on appelle souvent l'homéostasie. Donc vous pouvez essayer un exercice assez simple finalement, c'est d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Donc vous comptez lentement par exemple jusqu'à 4 en inspirant, et lentement jusqu'à 5 en expirant. Et si c'est facile pour vous de faire ce
type en fait d'exercice, vous pouvez dans ce cas-là prolonger l'expiration et de compter jusqu'à 6, 7, voire 8. Le but c'est vraiment c'est de remplir ses poumons très rapidement et de les vider très lentement. En fait, c'est ça vraiment la méthode de la bonne respiration. Je parlais justement tout à l'heure dans la respiration de la méthode Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est le nom d'une personne qu'on appelle souvent l'homme de classe ou Iceman. Donc c'est un homme qui est né en 1959 à Sittard aux Pays-Bas. Et il est souvent connu internationalement pour ses tentatives, ses succès de records d'exposition au froid. Il a plusieurs records du Guinness d'ailleurs à son actif. Et c'est en fait dans les années 2000 qu'il a notamment popularisé sa méthode d'entraînement qui est basée sur l'exposition au froid, des techniques respiratoires et la méditation en même temps. Et c'est ce qu'il vend aujourd'hui très clairement sous le terme de la méthode Wim Hof. Il en a surtout vanté, enfin il vante toujours les bienfaits sur la santé physique et psychique. En fait, si vous voulez, lors d'une exposition à un froid intense, la méthode Wim Hof est constituée d'une succession d'étapes. Dans un premier temps, l'individu doit entrer dans ce qu'il appelle une phase d'hyperventilation pendant environ 1 minute 30. Donc c'est-à-dire emmagasiner, en fait, si vous voulez, de l'oxygène dans votre corps le plus possible. Et puis dans un second temps, l'individu doit bloquer sa respiration. Donc il réalise une sorte d'apnée finalement, qui doit être la plus longue possible. Donc ça c'est le deuxième temps, et le troisième temps, la personne ensuite entreprend une phase méditative avec une respiration normale. Ça, alors j'en fais un résumé là très rapide, c'est encore même un petit peu plus complexe que ça, mais il a été souvent démontré que la méthode Wim Hof est vraiment très impactante en fait sur notre corps, ne serait-ce que pour le renforcement immunitaire, la forme physique et l'augmentation de la concentration. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur la respiration. Donc essayez déjà de faire cet exercice et de le mettre dans votre routine, donc d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Et vous faites ça pendant 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Plus vous le faites longtemps et plus vous en ressentirez les bienfaits. Ensuite, on a la méditation. Alors, la méditation, on a vu que la respiration joue un rôle important aussi dans la méditation, mais les exercices aussi de pleine conscience et de spiritualité ne se limitent pas à rester assis et à respirer, à ne penser à rien. L'objectif, c'est plutôt dans la méditation de percevoir en fait les sentiments et les pensées sans les juger et d'être complètement dans ce qu'on appelle le moment présent. En fait, à quoi va servir la méditation? Ça va vous aider à vous concentrer plus facilement et plus longtemps dans la vie quotidienne et au travail, et à être aussi plus attentif à ce qui se passe maintenant. Et tout ça fait que ça doit réduire en fait votre stress, encore une fois, comme la respiration. La respiration, encore une fois, est très liée aussi à la méditation. Donc si vous voulez commencer la méditation, vous pouvez faire en fait des choses assez simples en fait. Vous vous asseyez déjà confortablement et en position verticale sur une chaise ou un coussin. Et puis vous inspirez et vous expirez profondément. Et ensuite vous vous concentrez sur votre respiration et vous essayez d'imaginer qu'elle entre et sort de vos poumons et de votre corps. Et puis, vous pouvez par exemple compter des inspirations et des expirations jusqu'à 10. Donc à 1 vous inspirez, à 2 vous expirez. Vous le faites comme ça et vous comptez jusqu'à 10. Et puis vous le faites plusieurs fois. Et entre chaque session de 10, vous pouvez respirer normalement. Et après vous recommencez. Et lorsque de temps en temps, vous sentez vos pensées dériver, et je peux vous promettre que cela arrivera, laissez-les un peu passer comme des nuages, et puis vous vous concentrez à nouveau sur votre respiration. Donc si vous y étiez en plein milieu à 4, par exemple, d'un seul coup, votre esprit a divagué, et ben vous reprenez à 4, ou alors même vous reprenez à 1, et vous recommencez une série de 1 à 10. Voilà, et ça, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de faire une méditation qui soit la plus efficace possible. Alors, pour vous aider aujourd'hui, si vous voulez, vous avez beaucoup
d'applications que vous trouverez encore une fois sur vos téléphones, hein, que ce soit du Google ou du Apple, peu importe. Il existe plein d'applications pour vous aider justement à faire votre méditation. Et c'est intéressant parce que souvent vous avez des applications aussi qui vous apprennent en fait pour les débutants à comment justement respirer avec des programmes. Bon alors quelquefois clairement c'est payant, mais ça peut être être très intéressant quand vous débutez. Donc voilà, écoutez, en tout cas une bonne méditation, c'est, je dirais en moyenne à peu près 10 minutes, il faut au moins le faire pendant 10 minutes, parce que c'est le temps en fait pour votre corps de vous calmer et puis de prendre toutes les informations. Mais ça c'est extrêmement intéressant, en tout cas la méditation, et ça peut énormément vous aider. Voilà pour la pratique numéro 4, la respiration et la méditation. Alors, la pratique numéro 5, le pouvoir de la pensée. Alors, en fait, le pouvoir de la pensée, c'est comme ça que je l'ai appelé. Mais en fait, on l'a déjà vu, déjà, dans DevLabs. Donc, il se peut que ce que je vais vous raconter là, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas aller trop loin, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres vidéos où j'ai déjà beaucoup plus développé. Mais on a tendance toujours à dire qu'un corps sain a également besoin d'un esprit sain. Et avec la bonne attitude et le bon état d'esprit, vous pouvez tout réussir. Et vous avez notamment quelques hacks que vous pouvez utiliser, comme par exemple la tenue d'un journal. Donc ça c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans les vidéos DevLabs. Euh, le fait d'écrire ses objectifs, ses pensées, les listes de choses à faire, ça vous aide en fait à mettre de l'ordre dans votre esprit. Surtout si vous êtes tenu, surtout si vous êtes tenu, pardon, éveillé par vos pensées. Il vous aide également à suivre vos progrès, à visualiser vos objectifs. Et en fait, ça structure quelque part votre pensée et ça vous aide finalement à mieux avancer dans votre quotidien. Donc le premier, donc la tenue d'un journal. De même que le journal de gratitude, hein, on l'a déjà évoqué aussi largement dans DevLabs, où chaque jour vous pouvez noter par exemple 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et donc ça peut être combiné aussi avec la tenue d'un journal, comme on l'a vu juste avant. Euh, Voilà, en tout cas, le fait de tenir un journal, c'est ce qui permet de structurer votre pensée et du coup de libérer aussi votre esprit. Le fait d'écrire, ça permet aussi de libérer, de ne pas tenter d'essayer de retenir absolument tout dans votre tête, parce que de toute manière c'est impossible. Et le fait d'écrire et de mettre sur le papier en tous les cas tout ce que vous devez faire, ça c'est ce qui va vraiment vous libérer l'esprit. Et en termes de gestion du stress, il n'y a rien de mieux. Et puis enfin, le dernier point, c'est la socialisation. Donc le fait d'appartenir à une communauté, le fait d'avoir des contacts physiques, si je peux dire ça comme ça, c'est souvent sous-estimé lorsqu'il s'agit de la santé, mais en fait c'est juste primordial, puisque la socialisation, c'est ce qui va vous permettre d'entrer en contact avec les autres et surtout encore une fois, de libérer votre esprit. Notre corps aussi est fait pour ça. Euh, et ça va contribuer à votre bien-être général. Quelqu'un qui est seul et isolé sera toujours moins bien que quelqu'un qui est entouré en tous les cas. Ça, il faut vraiment le retenir. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur la pratique numéro 5 parce que les deux pratiques les plus importantes, c'est le fait de tenir son journal quotidien avec son journal de gratitude. Et ça, on en a déjà largement parlé dans d'autres vidéos DevLabs. Donc je vous demanderai d'aller voir directement ces vidéos-là parce que dans ces vidéos, je développe beaucoup en fait comment on peut tenir un journal, comment on peut l'exploiter en fait. Voilà, c'était la pratique numéro 5, le pouvoir de la pensée.
Alors, on ne peut pas parler de biohacking, comme je l'expliquais un petit peu en introduction, sans parler non plus de technologie. Alors, il existe en fait différentes technologies en fait dans le biohacking. Euh, il y a tout d'abord ce que je vais appeler toutes les technologies portables de suivi, et c'est souvent celles que l'on connaît le mieux. Euh, donc, c'est les trackers de fitness ou les smartwatches qui permet aux biohackers de surveiller leurs paramètres de santé et de suivre en fait leur progrès accompli dans la réalisation de leurs objectifs. Donc en analysant des données telles que la fréquence cardiaque, le cycle de sommeil, les dépenses caloriques, le nombre de pas, euh, surveiller son poids, ça peut vous aider à élaborer des plans évidemment plus efficaces et à optimiser en fait votre performance. Ça c'est ce qui est souvent le plus connu. Vous avez aussi la possibilité quelquefois de faire des tests génétiques à domicile. Alors vous avez par exemple 23andMe ou Ancestry DNA, et je pense que même qu'il y en a d'autres. En fait, souvent vous envoyez en fait une sorte de test salivaire ou quelquefois on vous demande une goutte de sang, ça dépend. Ça permet en fait d'analyser en fait vos données génétiques et ça peut constituer aussi des bases pour élaborer des plans de nutrition personnalisés et de comprendre en fait votre prédisposition à certains problèmes de santé. Donc quelque part, on est presque dans le préventif, c'est-à-dire qu'on sait que vous avez peut-être, grâce à ces tests, certaines prédispositions pour telle ou telle maladie, et donc du coup, vous pouvez les prévenir déjà en faisant en sorte d'avoir en fait les bons comportements pour en tout cas limiter les risques. Vous avez aussi des dispositifs qu'on appelle les dispositifs de rétroaction biologique. Donc ce sont en fait ce qu'on appelle les dispositifs de biofeedback, comme des moniteurs de variabilité de la fréquence cardiaque, ou les bandeaux, vous savez, qu'on peut porter à la poitrine, les bandeaux EEG, qui permettent aux biohackers en fait de surveiller leur réaction physiologique à différents stimuli. Et en analysant ces données, ils peuvent optimiser leurs techniques de gestion du stress, leurs pratiques de méditation et d'autres stratégies qui favorisent la relaxation et améliorent leur bien-être général. Alors ces dispositifs de rétroaction biologique sont plus difficiles à trouver, et d'autre part, il faut un peu être formé en fait pour pouvoir lire les différents résultats que peuvent avoir ces dispositifs de biofeedback. Donc c'est pas quelque chose que vous allez trouver couramment. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que on parlait des applications tout à l'heure, par exemple pour la méditation, mais vous avez plein d'autres applications qui peuvent concerner aussi bien le fait de faire son journal, le fait de prendre des douches froides, le fait de surveiller son alimentation, de faire de l'exercice. Vous avez énormément d'applications pour smartphone aujourd'hui qui offrent aux biohackers en fait un moyen pratique de suivre ses progrès, d'expérimenter en fait différentes stratégies et puis de partager aussi ses expériences avec les autres. Euh, Notamment, on connaît surtout parmi les plus populaires auprès des biohackers, c'est surtout pour les exercices physiques comme MyFitnessPal. Euh, Ça c'est pour l'activité physique. Vous avez Meditation Studio pour la partie méditation et Headspace sur des exercices aussi de respiration ou en tout cas d'amélioration cognitive. Euh, voilà, c'est un peu les technologies aujourd'hui qui sont au service du biohacking. Alors, j'ai envie de vous dire que la technologie portable de suivi, ça, c'est hyper intéressant pour un biohacker. Donc ça, si vous avez déjà une smartwatch ou si vous avez déjà des trackers, je pense que ça, c'est hyper intéressant. Par contre, il faut bien euh, savoir les suivre et les étudier pour savoir comment vous pouvez vous en servir au mieux. Les tests génétiques à domicile, ça, vous en trouvez pas beaucoup. Souvent, ils sont associés plus pour de la recherche sur vos antécédents, plus pour de la généalogie, mais pas trop pour l'ADN. C'est assez rare et souvent c'est assez coûteux. Donc c'est pas pour tout le monde, de même que la rétroaction biologique. Ça c'est des dispositifs que vous trouverez pas forcément facilement. Par contre après toutes les applications, ça vous avez plein de choses qui peuvent véritablement vous aider dans votre quotidien. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit chapitre sur le biohacking et la technologie.
Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai donc parlé un peu de ce qu'était le biohacking, les bienfaits que vous pouviez trouver à pratiquer le biohacking. Je vous ai présenté 5 pratiques qui sont souvent celles les plus souvent utilisées, en tout cas en termes de biohacking. Et je vous ai donné un petit exemple, par exemple, de routine d'un biohacker. C'est un exemple que je voulais vous donner parce que euh, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Et ça résume un petit peu tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à maintenant. Donc par exemple, vous pouvez commencer votre journée par faire de l'exercice, euh, voire même de la méditation, des exercices de respiration. Vous pouvez varier tout ça quotidiennement en fonction de votre humeur, hein. Si vous préférez faire juste de la respiration ou faire les trois en même temps, peu importe. Le but c'est d'écouter son corps, de se sentir soi-même et de commencer en fait la journée en toute conscience. Euh, et ça c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet en fait de vous donner de l'énergie en fait dès le matin. Donc ça c'est la première chose. Ensuite vous pouvez faire une chose, c'est de boire 2 verres d'eau avec un jus de citron. Certains y rajouteront aussi une demi-cuillère, je crois, de sel. Mais déjà, les 2 verres avec du jus de citron, c'est très bien. En fait, en faisant ça, vous allez reconstituer votre équilibre en eau et en électrolytes directement après avoir dormi. Et c'est en fait le moment idéal pour ça. Euh, Parce que, ben, encore une fois, hein, l'objectif c'est d'écouter son corps et de faire en sorte qu'il se réveille dans les meilleures dispositions possibles. Et le fait de boire ces 2 verres d'eau avec du jus de citron, euh, c'est euh, c'est un petit hack qui est important et qui peut énormément vous aider. Une fois que vous avez bu vos 2 verres d'eau, donc vous avez fait votre exercice, vos exercices de respiration, de méditation, vous prenez vos 2 verres d'eau avec du jus de citron. Ensuite, vous pouvez prendre votre douche froide évidemment, thermogénèse, à faire si possible aussi tous les matins. Encore une fois, c'est la régularité qui va compter. Et ça va vous donner vraiment de l'énergie, de la puissance. Si vous avez, encore une fois, aucune expérience sur l'entraînement au froid ou les douches froides, euh, habituez-vous lentement en prenant d'abord une douche chaude et en ne passant à l'eau froide qu'à la fin. Et commencez toujours, ah oui ça je n'ai pas dit tout à l'heure, mais commencez par les jambes et les bras avant de passer à la douche froide sur le haut du corps et de la tête. Donc passez progressivement, vous voulez, de 20 secondes à chaque fois à 3 minutes et jusqu'à encore une fois que vous utilisiez exclusivement de l'eau froide, hein, puisque le hack c'est bien d'utiliser exclusivement de l'eau froide. Et une fois que vous avez pris votre douche froide, alors là, vous avez le choix de faire par exemple un jeûne intermittent. Euh, alors vous avez certains biohackers qui ne jurent que par ça, mais si vous avez désespérément besoin d'énergie ou si une matinée chargée vous attend, euh, vous pouvez très bien quand même manger ou boire quelque chose, mais en essayant de faire en sorte que ce soit le moins calorique possible en fait. Lors d'un jeûne ou d'un régime en low carbone ou un régime cétogène, la graisse que vous mettez dans votre café ou même votre thé peut aider votre corps en fait à passer au métabolisme des graisses et à obtenir de l'énergie à partir des graisses ou des corps cétoniques. Donc vous pouvez en savoir plus à ce sujet en allant voir un petit peu ce qu'est un régime cétogène et notamment la personne que je vous disais, l'américain tout à l'heure, Dave Asprey, je crois, il a notamment des produits qui s'appellent le café Bulletproof. Donc c'est en fait des sortes de graisses que vous mettez dans votre café et qui justement sont assez intéressantes. Mais très sincèrement, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce qui est vraiment juste intéressant, c'est de pratiquer ce jeûne intermittent, c'est-à-dire donc ne buvez que de l'eau, encore une fois, du thé ou du café, et c'est tout, euh, pendant l'espace de temps de 16 heures dans la journée. Et puis une fois, vu que vous n'avez pas de petit déjeuner, vous passez directement à la pratique suivante, c'est de prendre 5 minutes avec un cahier et de noter en fait la liste des tâches à réaliser aujourd'hui. Et puis vous pouvez aussi noter 3 choses que vous attendez avec impatience et pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Euh, voilà, alors faites attention juste à une chose, c'est que votre liste de choses à faire soit réaliste et qu'elle vous submerge pas. Bon, ça, faire des listes de choses, pareil, au sein de DevLabs, on l'a déjà vu dans beaucoup d'autres vidéos.
Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, ça peut vous donner encore plus d'informations. Voilà, ça c'est un exemple de routine d'un biohacker. Un peu d'exercice, de la respiration, de la méditation, boire les 2 verres d'eau, prendre sa douche froide, jeûne intermittent et de prendre 5 minutes pour marquer un peu tous les objectifs de sa journée. Ouais, typiquement, ce qui peut être un début de routine pour un biohacker pour la matinée. Voilà, je voulais vous donner cet exemple, c'était pour vous mettre en tête à quoi ça pouvait ressembler en fait un exemple de routine d'un biohacker. Et maintenant, on va passer au risque sur du biohacking. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de pratiques qui sont accessibles à tout le monde, mais je vous disais un peu aussi en introduction, c'est qu'on peut aller très loin en fait dans la pratique du biohacking. Et on a parlé notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, des consommateurs de nootropiques, mais on peut aussi parler d'implantation de composants dans la peau pour répondre par exemple à des usages qui permettent de faciliter sa vie quotidienne, comme démarrer sa voiture, ouvrir une porte d'accès, payer sans contact, etc. Mais il y a aussi l'utilisation de virus, de bactéries, de parasites ou encore de cellules souches. Et on rentre alors dans des domaines qui sont très poussés et qui demandent souvent à être abordés avec énormément de précautions quand on commence à parler de biohacking. Euh, alors les risques du biohacking, alors les avantages sont bien sûr contrebalancés par les risques du biohacking. Et c'est pas parce que ça s'appelle du piratage que les gens l'associent négativement, bien que cela puisse sembler un peu futuriste quelque part, quand on parle notamment d'implantation de composants sous la peau, et que les résultats ne proviennent pas d'environnements contrôlés, le biohacking n'est pas illégal en soi. Les recherches et les résultats ont même repoussé quelquefois les frontières et brisé des tabous. Cependant, il y a beaucoup de questions d'éthique en fait qui se posent également, parce que après tout, il s'agit toujours d'expérimenter des choses sur les gens, et bien sûr il y a des dangers qui guettent, et les gouvernements tentent également d'enrayer ce phénomène. Il existe plusieurs risques. Je voulais notamment moi vous parler de 3 pratiques en fait qui sont à mon sens assez dangereuses,
avec des risques quelquefois importants pour votre santé. C'est pour ça que je vous ai encore donné une fois ces 5 pratiques, comme vous l'avez vu, qui sont des 5 pratiques assez faciles à mettre en place, et qui sont quasiment sans danger, j'ai envie de vous dire. Mais il y a notamment 3 pratiques, quand on va vraiment très loin dans le biohacking, qui sont assez limites. La première, donc on a déjà un petit peu parlé, c'est l'utilisation des nootropiques. Alors les nootropiques, en fait, c'est un mouvement important au sein du biohacking, et c'est un mouvement qui existe en fait depuis les années 60. Et souvent, ce sont des pilules qui sont conçues pour améliorer les fonctions du cerveau. Donc pour rendre les gens plus vifs, plus rapides, plus efficaces. Le problème, c'est qu'après toutes ces années, les pilules ne sont toujours pas approuvées par les autorités, mais tout simplement parce qu'il y a des doutes qui subsistent quant à leur sécurité, car les données en fait ne permettent pas de connaître suffisamment les effets à long terme. Et du coup, ça les rend également invendables, c'est pour ça qu'on ne les trouve pas facilement. Et de fait, en fait, il est donc impossible pour eux, de nombreux nootropiques, de s'imposer en fait à grande échelle. Mais il faut faire extrêmement attention à ces substances parce que très souvent on ne sait pas exactement ce qu'elles contiennent. Donc voilà, si vous commencez à vous engager dans cette voie-là, surtout renseignez-vous bien sur les composants et ce que c'est censé vous amener comme amélioration. Vous avez un deuxième biohack qui sont les virus, les bactéries et les parasites. En fait, l'utilisation des bactéries commence à faire son apparition dans la médecine conventionnelle. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, mais c'est pour vous donner un exemple, il y a notamment ce qu'on appelle la thérapie de transplantation fécale. Donc en gros, on prend les selles d'une personne en bonne santé, on les implante dans un gros intestin d'une personne qui est malade. Et il y a des tests probants qui ont été réalisés pour traiter l'autisme, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui, même dans la médecine conventionnelle, et c'est quelque part une sorte de biohack, puisque on utilise quelque part des éléments d'une personne vers une autre. Mais vous avez aussi la version soft, qui est par exemple, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui sont la prise de probiotiques. Les probiotiques, ce sont quelque part des bactéries. Et j'ai pris l'exemple des probiotiques qui dégradent l'histamine, par exemple le Bifidobacterium infantis, pour tenter de résoudre un problème d'allergie à répétition. Bon, à voir, quelquefois ça fonctionne, ça ne fonctionne pas chez tout le monde. Il existe aussi pas mal de probiotiques quand vous avez des problèmes de transit. Encore une fois, faites très attention à l'utilisation de ces probiotiques, essayez toujours d'aller voir votre médecin avant de les utiliser pour être sûr que c'est quelque chose qui va vous convenir. Voilà, vous voyez, il y a deux mesures en fait, entre l'utilisation des bactéries et de commencer à des transplantations fécales. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, et les risques ne sont pas les mêmes. Alors certains sont même encore allés plus loin en testant notamment une méthode utilisée dans la médecine chinoise, qu'il s'agit d'avaler un parasite qu'on appelle un ver trichocéphale, je crois, et qui va en fait coloniser votre système digestif dans le but de stimuler le système immunitaire et de réduire certaines réactions auto-immunes ou allergiques. C'est une pratique extrêmement dangereuse et qui doit être très contrôlée. Mais vous voyez qu'on peut aller très loin en fait dans le biohacking. Et puis enfin, vous avez une dernière pratique, c'est l'utilisation des cellules souches. En fait, dans notre corps, on a de nombreuses cellules indifférenciées qu'on appelle donc les cellules souches, et elles se trouvent en particulier dans notre graisse et dans nos os. Et en général, le médecin extrait les cellules souches du fémur ou à partir de la graisse, puis les injecte dans l'endroit souhaité. Donc ça fait partie des hacks, c'est du biohacking techniquement, qui est utilisé pour accélérer par exemple la réparation de blessures de ligaments, ou de traiter un mal de dos, voilà, ce genre de choses. Mais pour faire simple, les cellules souches ont 3 mécanismes d'action. Elles savent réduire l'inflammation, ou bien l'augmenter si besoin en se fixant sur le site problématique et déclenchent des mécanismes d'inflammation pour promouvoir la réparation du site. Elles se transforment aussi également en cellules différenciées dans certains cas pour réparer le tissu en question. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose, il faut que ce soit fait en environnement contrôlé. Si c'est fait et contrôlé par un médecin ou par des chirurgiens,
j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes dans un environnement contrôlé, mais quelquefois vous avez des biohackers qui essaient de faire ça eux-mêmes et de ne pas le faire dans un environnement contrôlé. Et là, vous êtes forcément dans des risques importants pour votre santé. Donc, quelquefois, en essayant d'utiliser un biohack pour l'améliorer, vous risquerez au contraire de dégrader en fait votre santé. Donc il faut faire extrêmement attention à certaines pratiques du biohacking, ne pas non plus aller dans des extrêmes. Ça c'est l'avis en tous les cas que moi je vous donne, sans en tout cas être bien préparé et surtout être bien informé. Voilà ce que je voulais vous dire pour les risques du biohacking. Alors, comme d'habitude, pour aller un peu plus loin, je vous ai sélectionné 2 livres qui m'ont paru intéressants concernant le biohacking. Le premier livre, c'est le manuel de démarrage du biohacker de Dr Dennis. Alors en fait, c'est intéressant parce que c'est en fait le manuel d'introduction, enfin c'est le tout premier manuel d'introduction en France à traiter du sujet du biohacking. Et j'avoue que quand j'ai cherché des livres qui traitaient du biohacking, grosso modo, c'est le seul vraiment qui est revenu au-dessus de la pile. Euh, alors c'est intéressant parce que c'est écrit donc par un ancien chef de clinique des universités qui est diplômé en médecine anti-âge et en médecine préventive et, euh, et en fait il présente le biohacking en se demandant pourquoi en fait notre corps est semblable à une technologie et qu'elle peut être mise à jour et hackée afin d'améliorer ses performances professionnelles et personnelles. Euh, Donc il y a plein d'exemples de biohacks, comment économiser du temps de sommeil par exemple, tout en ayant une énergie similaire voire supérieure. Il y a des biohacks aussi pour booster son cerveau. Il y a des biohacks pour ralentir le processus de vieillissement de vos cellules. Bref, il y a plein de hacks qu'il présente et qui sont accessibles et qui sont faisables. Hein. Il n'y a pas de choses, comme je vous disais, qui sont risquées, puisque c'est quand même fait par un ancien médecin. En tout cas, c'est un des manuels, je pense que quand on commence à vouloir faire du biohacking, il faut commencer par avoir ce manuel et le lire parce qu'il est extrêmement intéressant. Enfin, le deuxième livre, c'est la respiration pour la maîtrise de soi. Donc là, il est vraiment axé sur la respiration, parce qu'en faisant mes recherches en fait sur le biohacking, je me suis rendu compte que lorsqu'on parlait de la respiration, on parlait énormément de la méthode Wim Hof, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et notamment Leonardo Pelagotti, c'est un instructeur certifié et formateur en fait de la méthode Wim Hof. Il a plein de certifications aussi sur d'autres sujets liés à la respiration, et c'est devenu en fait un véritable expert. Et en fait, à travers son livre, Leonardo il vous guidera pour déployer votre potentiel avec pas mal d'outils de biohacking. Donc il passe de la respiration, de l'hormèse par le froid, de la force mentale. Donc en fait, ce sont plein de techniques aussi qui sont utilisées dans la méthode Wim Hof. Donc c'est extrêmement intéressant en tous les cas. Ça a été reconnu aussi par pas mal de sportifs français, puisqu'il a aidé pas mal aussi de sportifs en France et en Italie. Donc un livre vraiment très intéressant qui concerne l'aspiration pour la maîtrise de soi. Voilà les 2 lectures aujourd'hui que vous avez, et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le biohacking. Et enfin une dernière chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo. J'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires, posez vos questions, donnez-moi votre ressenti. Si vous avez besoin que j'étaye d'autres principes, comme d'habitude, n'hésitez pas à demander, je peux le faire. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, allez-y, testez, hein, comme dirait Olivier Roland dans ses vidéos. Faites partie de ces bons sceptiques, il n'y a que en testant et en essayant que vous pouvez vous faire véritablement une idée. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao.